Bien, bonjour à tous. Nous allons passer maintenant au volet sanctions, ou plus exactement à la phase postérieure à la notification grief, qui peut se dérouler de deux façons, soit par la procédure classique de sanction, soit par la procédure de transaction. Nous avons sélectionné un petit nombre de décisions qui nous paraissent intéressantes et que nous allons vous soumettre sans plus tarder sur 4 thèmes: l'organisation de l'activité et les procédures, la documentation commerciale, la valorisation et enfin les frais et commissions. Le premier thème relatif aux procédures et à l'organisation de l'activité peut être illustré par des procédures, et je vais donner d'abord la parole à Anne Maréchal qui va vous en parler sous l'aspect transaction. Donc en matière de procédure et d'organisation, il y a un cas récent de composition administrative qui est à signaler. Il s'agissait d'une grande banque qui a conclu donc un accord de composition administrative avec l'AMF qui a été publié le 5 avril 2017. Et cette affaire est intéressante parce que c'est une des premières fois dans lesquelles la question était relative à l'exercice de l'activité de recherche et d'analyse financière. Donc l'accord conclu a prévu le versement de la somme de 450 000 € au Trésor public, un montant assez important. Et 2 griefs avaient été notifiés à cette banque. Le premier sur le non-respect des procédures relatives à la production des notes d'analyse elles-mêmes, donc s'agissant à la fois du contenu de ces notes et du contrôle du process. Et puis un second grief portait plus particulièrement sur la mise en place du dispositif pour la gestion des informations privilégiées dans le cadre de l'activité de recherche et d'analyse également. Alors sur le premier grief, il était reproché à la banque de ne pas mentionner explicitement les hypothèses retenues pour établir ces notes d'analyse, ni même la méthode utilisée. Dans l'échantillon contrôlé, il y avait eu des erreurs factuelles de signaler. La banque n'avait pas non plus, et c'est plus grave, toujours signalé les conflits d'intérêts, notamment le fait qu'elle avait été chef de file associée dans certaines affaires. Et puis, plus généralement, les griefs portaient sur l'absence d'un contrôle suffisant de la part de la conformité sur ce process d'établissement des notes et aussi plus particulièrement sur l'envoi de ces notes d'analyse aux émetteurs avant diffusion. Sur le dispositif de la gestion des informations privilégiées, là on était dans le cadre de l'Equity Capital Market. Des manquements avaient été signalés sur l'absence de liste d'initiés, le défaut d'inscription sur les listes de surveillance et puis sur l'absence d'un contrôle suffisant sur des abus de marché possibles en matière de titres de créance et de produits dérivés. Donc une négociation a eu lieu. Nous avons obtenu une remédiation que nous avons jugée suffisante. Vous savez que c'est la condition pour que l'accord soit finalement homologué et qu'on ne revienne pas, le cas échéant, en cas de défaut de remédiation devant la commission des sanctions. Et nous avons donc obtenu que la banque s'engage à effectuer un contrôle régulier sur l'activité de recherche et d'analyse, qu'elle formalise davantage ses contrôles, qu'elle réalise davantage de contrôles de second niveau et qu'elle formalise également un plan de contrôle à cet égard. Elle a également renforcé son dispositif de gestion de l'information privilégiée dans le cadre de ses analyses et un audit externe, comme c'est de plus en plus souvent le cas, lui a été demandé de la part d'un auditeur externe reconnu et indépendant pour permettre à l'AMF d'apprécier que la remédiation à laquelle la banque s'était engagée avait bien été réalisée.
Alors, un deuxième dossier intéressant est à signaler. Et il se trouve que dans cette affaire, de façon assez inhabituelle, on avait commencé à négocier une transaction qui finalement n'a pas abouti, la société ayant considéré que le montant proposé à verser au Trésor public était trop élevé. Donc c'est devenu finalement une sanction, et donc Madame Trick vous en parlera. Bien, alors je vais vous exposer un peu de quoi il s'agit. C'est un nouvel exemple de l'obligation de mettre en œuvre et de maintenir opérationnelles des procédures, obligation que vous connaissez bien, et la commission des sanctions aussi, puisqu'elle la rencontre souvent applicable dans différents domaines. Cette fois-ci, il s'agissait du problème des analystes financiers. Ceux-ci sont amenés à connaître des informations privilégiées et il est absolument indispensable de prendre des précautions pour éviter leur diffusion indue. Or, en l'espèce, le premier grief qui a été retenu était relatif à l'obligation de mettre en œuvre un dispositif opérationnel de prévention de l'information privilégiée. Il s'agissait pratiquement des barrières à l'information, ce qu'on appelle les barrières. Ces barrières peuvent être matérielles, physiques, afin d'isoler les activités des analystes financiers. Ici, il n'y avait pas de séparation physique dans deux succursales. Les analystes se trouvaient dans la même salle que les vendeurs, les traders. Dans une autre succursale, les analystes avaient bien une pièce pour eux, mais cette salle était accessible par les personnes extérieures qui avaient un badge, et en particulier les vendeurs. Le deuxième grief était relatif aux transactions personnelles que les analystes financiers peuvent effectuer. Il ne faut pas que les analystes financiers puissent utiliser les informations privilégiées qu'ils connaissent pour pratiquer eux-mêmes des opérations personnelles. Or, en l'espèce, on a pu constater que certains analystes effectuaient des opérations personnelles après avoir demandé l'autorisation d'un représentant local de la succursale de la fonction conformité, alors que la procédure interdisait absolument aux analystes d'intervenir sur les valeurs relevant de leur secteur. D'ailleurs, dans une autre succursale, il y avait deux procédures en vigueur en même temps, l'une qui interdisait formellement ces transactions et l'autre qui permettait d'y déroger. Le troisième grief est aussi un grief qu'on retrouve assez souvent dans d'autres domaines, qui est celui de l'obligation de maintenir opérationnel le dispositif de conformité. Les prestataires doivent procéder à des contrôles pour vérifier le caractère opérationnel des procédures. Or, ici, le plan de contrôle ne prévoyait pas de contrôle a posteriori. D'un autre côté, les contrôles qui étaient prévus n'étaient pas réalisés, ou quand ils l'étaient, ils l'étaient de façon incomplète, sans traçabilité, et si bien qu'on ne pouvait pas en tirer grand-chose. Ces trois griefs ont été retenus par la commission des sanctions, qui s'est trouvée devant la situation de prononcer une sanction alors que la transaction n'avait pas pu se réaliser parce que le mis en cause n'acceptait pas la somme qui était proposée. La commission des sanctions ne s'est pas intéressée à ce point de vue-là, car il ne faut pas considérer que le refus de transaction qui entraîne le recours à la commission des sanctions puisse être considéré comme une voie de recours par les mises en cause.
pas davantage. La commission des sanctions ne doit se sentir liée par les propositions qui ont été faites. En l'espèce, nous avons considéré que les faits étaient graves et c'est la raison pour laquelle nous avons infligé une sanction qui était supérieure à celle qui avait été proposée en transaction. Voilà ce qu'on peut dire de cette décision très rapidement. Et maintenant, nous allons aborder le second thème, qui est celui de la commercialisation, de la documentation commerciale. Oui, sur la documentation commerciale. Alors, des éléments intéressants ont été apportés sur ce point par une décision rendue l'année dernière à propos d'une société de gestion agréée pour la gestion de FIA et les commercialisations de PCVM et de FIA. Alors, 2 points étaient soulevés par l'identification de grief. S'agissant de la qualité de l'information, 1, communiquer aux investisseurs et 2, communiquer aux distributeurs. Et c'est sur ce deuxième point que la décision est la plus novatrice, puisque étaient en cause des brochures commerciales réservées aux distributeurs, qui, dans le cas de certains fonds, présentaient des rendements considérés comme déséquilibrés, faisaient état d'hypothèses de rendement non communiquées ou non pertinentes, ou encore donnaient des informations considérées comme pas claires, inexactes ou trompeuses sur les performances des investissements obligataires réalisés ou des fonds gérés. Donc, quelque chose d'assez classique. Il y a eu un débat sur ce point, sur la qualité de l'information, et au fond, sur le bien fondé des reproches exprimés par les griefs, la Commission a retenu ce bien fondé. Mais ce n'est pas sur ce point que la décision est la plus intéressante. Elle est intéressante sur le contexte dans lequel les griefs ont été retenus. En effet, il résultait bien du dossier, il n'était d'ailleurs pas du tout contesté, que les brochures en cause, ces brochures commerciales, n'étaient adressées qu'aux distributeurs, donc des professionnels, et il n'était pas soutenu que ces derniers les auraient transmises matériellement à des clients. La décision note ainsi de manière tout à fait claire que les brochures n'avaient pas vocation à être communiquées à des investisseurs non qualifiés, mais dans le même temps, la décision relève qu'il était probable que pour les besoins de la commercialisation des fonds, les informations figurant dans les brochures seraient relayées par les distributeurs à l'écrit ou à l'oral auprès de leurs clients non professionnels. La Commission a donc considéré comme applicables les dispositions du règlement général de l'AMF, suivant lesquelles le prestataire de services d'investissement veille à ce que toute l'information, y compris l'information à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients non professionnels ou qui parviendra probablement à de tels destinataires, donc ça c'est pour les clients professionnels, que toute cette information remplisse les conditions relatives à la qualité de l'information qui sont connues par ailleurs. Voilà, donc ça c'est un point qui était, je crois, assez nouveau dans la jurisprudence, si on peut dire, de la Commission. Un point juste à mentionner aussi s'agissant d'informations communiquées, délivrées directement aux investisseurs. La Commission, sur ce point, s'est prononcée sur une question un tout petit peu nouvelle, en relevant que pour apprécier la qualité de l'information délivrée, dont la portée doit pouvoir être appréciée immédiatement et non pas par recoupement, ça c'est un point classique que vous connaissez, il convient d'analyser les documents commerciaux indépendamment les uns des autres, ça aussi c'est habituel et pas nouveau, mais que dans le cas d'informations figurant sur une page d'un site internet, c'est là où c'était sans doute un peu nouveau, les informations qui apparaissent sur une page indépendante ou sont accessibles au moyen d'un téléchargement doivent être regardées comme délivrées dans un document séparé. Ça veut dire que la page doit satisfaire à toutes les conditions relatives à la qualité de l'information, sans qu'on puisse s'exciper du fait que, certes, la page était peut-être en toute partie insuffisante, mais qu'elle présentait un lien avec d'autres informations qui, elles, permettaient de compléter les exigences en matière de qualité de l'information. Voilà. Donc on a appliqué dans ce cas-là, encore une fois, des positions bien connues sur la qualité à appliquer aux documents commerciaux les uns indépendamment des autres. Bien, je crois que vous avez aussi un autre thème, celui de la valorisation. Oui, alors d'ailleurs, dans la même décision, donc la Commission a retenu 2 griefs relatifs au dispositif de valorisation des participations avec des
Deux points en particulier, la question des lacunes dans les procédures internes et des défauts des méthodes de valorisation intrinsèques, si je puis dire. Alors, si une société, la même société de gestion portefeuille, qui fait valoir qu'elle était spécialisée dans l'investissement en PME, dans des PME pour la plupart non cotées, activité de capital risque ou de capital investissement, et que la réglementation lui laissait une certaine latitude en matière de choix des méthodes de valorisation des actifs. Et que d'ailleurs, elle soutenait que les méthodes qu'elle avait mises en œuvre en l'espèce étaient parfaitement conformes aux usages de la profession. Alors, là aussi, la Commission a parfaitement admis l'existence d'une marge de manœuvre ou une certaine latitude en matière de choix des méthodes de valorisation, mais sa décision a apporté des précisions sur les deux points soulevés par la notification de grief. D'abord, les procédures internes, et ensuite, si on peut dire, la qualité de la méthode. Alors, sur les procédures internes, les méthodes, ce qu'a affirmé la décision, c'est que les méthodes doivent être définies et explicitées. Si, par exemple, en l'espèce, la décision a pris acte du fait que les deux méthodes qui étaient mises en avant par la société étaient la méthode des comparables et la méthode des DCF, Discounted Cash Flow. Elle a rappelé pour chacune d'entre elles quels étaient les éléments principaux. Pour les comparables, comme vous le savez, choix d'un échantillon de sociétés cotées, détermination des ratios pour les sociétés, on en tire une valeur, un multiple, et ensuite on applique aussi éventuellement un coefficient d'illiquidité. Donc elle a rappelé ça, et elle a relevé, en l'espèce, qu'il n'existait aucune indication dans les procédures de la société en cause sur les paramètres à prendre en compte pour appliquer cette méthode. Donc pas d'indication sur les critères de sélection des sociétés appelées à la comparaison, pas d'éléments d'explication sur le choix des ratios et donc la détermination du multiple pertinent, et rien sur les conditions de détermination d'un éventuel coefficient d'illiquidité. Idem pour l'autre méthode qui était mise en avant par la société, des DCF. Donc, comme vous le savez, valorisation à la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs sur la base d'hypothèses de croissance, d'investissement, de rentabilité à long terme et évidemment d'un taux d'actualisation. Et là, la société a relevé, la décision a relevé qu'il n'existait aucune précision sur la détermination de ces paramètres, hypothèses de croissance, etc., etc. Donc, les procédures, s'agissant des procédures, ont été considérées comme imprécises, incomplètes et non opérationnelles en violation de dispositions aussi bien du Code monétaire et financier que du règlement général et d'un règlement européen. Dernier point sur la question de la valorisation, était en cause non pas les procédures, les explications, les explicitations, mais la nature intrinsèque des procédures de valorisation. Il était reproché notamment l'absence de pérennité des méthodes de valorisation des titres cotés sur marché réglementé ou sur Alternext et l'incohérence des méthodes appliquées aux titres ayant subi une forte dévalorisation. Alors la Commission, sur ce point, a toujours, de la même manière, a reconnu l'existence, encore une fois, d'une marge de choix, d'une latitude de la société pour choisir la méthode de valorisation adéquate, et la nécessité d'ailleurs d'une certaine souplesse impliquant dans certains cas la possibilité de changer de méthode. Mais elle a souhaité vraiment mettre complètement en avant la nécessité de respecter les principes de permanence d'abord dans l'application dans le temps des règles des procédures comptables et aussi de cohérence dans l'application des méthodes de valorisation d'un actif à l'autre, en soulignant que le respect de ces principes n'était pas incompatible avec l'approche in concreto qui était défendue par la société, dès lors que des changements exceptionnels dans la situation des sociétés évaluées pouvaient justifier des changements de méthode. Donc, en l'espèce, déjà, comme on l'a dit il y a un instant, les procédures ne permettaient pas de déterminer précisément les méthodes de valorisation employées. Et dans la mise en œuvre de ces méthodes, la Commission a relevé, selon les titres en cause, des changements fréquents et non expliqués, des variations dans le choix des paramètres, c'est-à-dire dans le choix des critères, dernier cours connu, coût d'acquisition, DCF, méthode des comparables, et un non-respect du principe, et donc un non-respect du principe de permanence des méthodes d'un titre à l'autre, et dans certains cas, pour un même titre, des variations sans justification.
Et donc les méthodes ont été considérées comme imprécises, peu fiables et susceptibles d'arbitraire. Et je rappelle que les principes en cause qui ont été mis en avant sont des principes de base du règlement de l'ANC, un règlement de 2014, mais en la matière, ce règlement reprenait des principes très présents auparavant et pratiquement sous la même forme dans la réglementation du comité de la réglementation comptable. Merci. Anne, je vous laisse la parole, puisque vous avez une transaction. Oui, en matière de valorisation, on a un accord de composition administrative récent également intéressant à cet égard. On a un prestataire de services d'investissement à qui on a reproché à la fois des procédures de notation de la qualité des crédits et de valorisation des titres figurant à l'actif de fonds monétaires qui étaient donc inadéquates. Il y a un grief avait été notifié à ce prestataire d'abord sur la procédure de notation de la qualité de crédit des titres qui figuraient à l'actif des fonds monétaires contrôlés. Alors, il lui était reproché d'avoir une méthode de notation de cette qualité de crédit qui reposait uniquement sur des notations émises par des agences de notation et non pas sur une analyse interne, et puis aussi des erreurs factuelles. Donc, au final, ça aboutissait à l'acquisition de titres de crédit de moindre qualité, contrairement aux obligations réglementaires et statutaires des fonds concernés. Mais en matière de valorisation, plus spécifiquement des titres à l'actif des fonds, on reprochait à ce prestataire de ne pas avoir mis en place de procédures appropriées. Donc, on n'a pas reproché la valorisation elle-même, mais les méthodes de valorisation qui n'étaient pas appropriées. On a considéré que ces méthodes ne permettaient pas une évaluation juste, correcte, précise et indépendante de l'actif des fonds monétaires concernés, ce qui pouvait conduire les gérants à fixer de manière discrétionnaire le niveau de valorisation de ces titres. Plus précisément, on avait constaté que les méthodes utilisées n'étaient pas précisées pour procéder à ces valorisations, qu'on avait des décotes, notamment dans la valorisation des titres qui étaient faites sans être justifiées par rapport au modèle de valorisation utilisé. On n'avait pas non plus d'indication sur les méthodes de forçage de la valorisation. On n'avait même pas non plus vraiment de description des modèles de valorisation utilisés. Et puis, de façon plus générale, on n'avait pas non plus de contrôle sur ces méthodes de valorisation, en tout cas des contrôles insuffisants et pas suffisamment fréquents. Donc on a là aussi obtenu des engagements de remise en conformité qui ont été vérifiés. La société a donc amélioré ses procédures de valorisation, les a explicitées. Et puis, on lui a également demandé de s'assurer de la traçabilité du processus de valorisation, de façon à vérifier qu'il était bien pérenne dans le temps. Et également, un audit externe, là aussi, a été demandé à la société pour pouvoir vérifier que toutes ces remédiations avaient bien été mises en place. L'accord a été conclu avec un montant à verser au Trésor public de 320 000 €. Merci. Bien, maintenant, nous allons arriver au 4e thème, qui est relatif aux commissions des gestionnaires de portefeuille. La décision en cause met en lumière les règles de bonne conduite qui pèsent sur ces gestionnaires. C'est le respect de l'intérêt des porteurs et aussi le traitement équitable des porteurs. Trois griefs étaient faits à la société. Deux griefs, pardon. Le premier était relatif au calcul de la commission de surperformance. Cette commission est légale, est autorisée, et nous avons précisé dans notre décision qu'elle constitue la contrepartie d'une gestion profitable aux porteurs. Elle n'est donc pas incompatible avec l'obligation d'agir dans le seul intérêt des porteurs. Mais il doit y avoir corrélation entre la commission appliquée et la surperformance. C'est ce que prévoient les textes et ça paraît assez évident. De sorte qu'elle ne doit pas excéder ce qui représente cette contrepartie, sous peine de constituer un coût indu, par nature contraire à l'intérêt des porteurs.
Alors, en l'espèce, le problème n'était pas tellement la méthode de calcul en elle-même, mais plutôt son assiette. En effet, il était tout à fait reconnu par la mise en cause que les nouvelles souscriptions, en cas de nouvelle souscription, le montant était versé, le montant de ces nouvelles souscriptions et était inclus dans l'actif net qui servait à calculer la provision pour commission de surperformance. Le résultat, c'est que en cas de surperformance par rapport au début de l'exercice, cette comptabilisation des souscriptions dans l'assiette avait pour effet de compenser ou de renverser la baisse de la surperformance réalisée la veille. Ou alors au contraire, elle pouvait arriver à amplifier la hausse. Par exemple, si un jour donné, la surperformance du jour par rapport à celle de la veille avait baissé de 1,93%. Et la commission, de son côté, alors que la surperformance avait baissé, la commission, elle, a augmenté de 57,7% du fait qu'il y a eu un apport massif de souscriptions. En une seule journée, elles ont représenté 82% de l'actif net du fonds. Ainsi, la provision pour commission de surperformance était liée davantage à l'intégration de nouvelles souscriptions, qui produisaient un effet volume beaucoup plus qu'à la surperformance. Cette méthode de calcul était très critiquable puisqu'elle portait atteinte à l'intérêt des porteurs par la rupture ou l'affaiblissement du lien entre la provision appliquée et la surperformance du fonds. La part des commissions de surperformance était liée aux nouvelles souscriptions et non à la surperformance du fonds. Et elle constituait donc un coût indu qui a été évalué à 204 911 €. Non seulement c'était contraire à l'intérêt des porteurs, mais c'était aussi inéquitable et contraire à l'égalité entre les porteurs, puisque le traitement était identique pour tous les porteurs, bien qu'ils soient dans une situation différente, selon leur date d'entrée dans le fonds. Par ailleurs, les porteurs avaient été victimes d'une insuffisance d'informations sur les frais de gestion, qui ne leur permettaient pas de déceler ces éléments. Alors, la situation avait été aggravée par ce qui constituait le second grief, qui était celui du déplafonnement de cette commission de surperformance. En effet, à l'origine, un plafonnement de 2% avait été prévu en partie pour atténuer l'effet de volume dont je viens de parler. Or, par un courrier de presque fin d'exercice, le 19 décembre, les porteurs ont été informés que le plafonnement de 2% serait supprimé. Mais le problème, c'est qu'au lieu de supprimer ce plafonnement pour l'avenir, il a eu un effet rétroactif, puisque la commission de surperformance de l'année en cause a été calculée en comparant la valeur liquidative au 31 décembre, fin de l'exercice, avec celle du 1er janvier, qui était celle du début de l'exercice, de sorte que le déplafonnement a eu un effet rétroactif. Et il a produit ses effets sur toute l'année et non pas simplement sur la période entre le 19 décembre et la fin de l'année. Ce déplafonnement, à l'évidence, a été fait dans l'intérêt de la société de gestion et non pas du tout dans l'intérêt des porteurs. Il a représenté une majoration de 207 301 € au détriment des porteurs. Ces faits caractérisent l'atteinte à l'intérêt des porteurs d'une part et à leur traitement inéquitable d'autre part. Voilà ce qu'on peut dire de ce problème de la façon de calculer la commission de surperformance. En
peut lier ce thème à un autre qui pourrait être comparé et qui est celui de la décision que nous avons rendue le 25 juillet 2017. Je signale qu'en l'espèce, c'est la sanction la plus élevée que la commission des sanctions ait jamais prononcée contre un professionnel, puisqu'elle s'est élevée à 35 millions d'euros. Il s'agissait de 133 fonds à formule. Alors les fonds à formule, c'est quelque chose qui est en voie d'extinction, mais à l'époque du contrôle, on pouvait constater qu'il en existait encore quelques-uns. Ces fonds à formule garantissaient aux porteurs de récupérer à l'échéance l'intégralité du capital initialement investi, ainsi que la performance finance du fonds, définie par une formule. Je ne vais pas pouvoir vous exposer ici les constats des contrôleurs, parce que c'est un peu compliqué, mais la commission des sanctions a considéré que la mise en cause était un acteur important de la gestion d'actifs en France et qu'il avait manqué à l'obligation de respecter l'intérêt exclusif des porteurs et leur bonne information en s'affranchissant volontairement des règles comptables et des dispositions réglementaires applicables aux OPCVM. Il y avait 15,6 millions d'euros de charges indues, 16 millions d'euros de dépassement de frais de gestion et 15 millions d'euros de frais de gestion non indiqués dans les rapports annuels des fonds. Le message, c'est qu'on ne peut s'affranchir des règles que l'on connaît fort bien, au motif que l'on se trouve dans un cas exceptionnel qui les rendrait inapplicables. C'est un message qui s'applique à bien des domaines, presque tous ceux que nous voyons dans les manquements, où il est très fréquent qu'un prestataire connaisse bien la réglementation, mais estime qu'elle ne lui est pas applicable parce qu'il serait dans une situation particulière. Eh bien non, on ne peut pas raisonner de cette façon-là. Alors je passe maintenant la parole à Anne pour nous parler des transactions. Oui, je voulais vous donner quelques informations générales sur l'évolution de la composition administrative, qui, vous le savez, est encore de création récente, puisque ça date de 2011. Quelques chiffres, et puis je vous dirai aussi un mot de l'élargissement de la composition administrative aux abus de marché, et puis enfin de la négociation qui était possible d'accords multiples. Donc, sur les tendances, d'abord, la composition administrative en matière de contrôle est restée importante, puisque c'est plus de 55% des dossiers qui ont été orientés en 2017 vers la composition administrative plutôt que vers la commission des sanctions, soit 12 dossiers sur 22. L'explication est qu'il y a plus de jurisprudence qu'avant. Comme vous le savez, le collège s'est donné comme règle d'orienter les dossiers vers la composition administrative lorsqu'il y avait une jurisprudence déjà établie dans le domaine et pas de nouvelles questions de droit. Au final, le process est apprécié, si je puis dire, des personnes mises en cause parce que c'est une procédure rapide. La loi prévoit 4 mois et pas davantage. On constate d'ailleurs que la proposition de composition administrative qui est à la main du collège est systématiquement acceptée dans son principe. Au final, il y a peu d'échecs de la négociation, hein, très peu. Généralement, lorsque les personnes mises en cause considèrent que le montant qu'ils doivent payer au Trésor public est trop élevé, dans ce cas, donc elles se tourne vers la commission des sanctions qui, vous l'avez vu dans l'exemple récent, n'est pas forcément plus indulgente puisque c'est plutôt le contraire qu'on a pu constater dans les quelques cas que nous avons eus. Du point de vue du régulateur, la composition administrative est quelque chose de très intéressant parce qu'on obtient une remise en conformité des personnes avec qui on négocie cet accord. Et on a pris l'habitude de négocier cette remise en conformité très tôt dans le process. Avant même donc, la signature et l'homologation de l'accord, on a une marge de manœuvre sur le montant
payer au Trésor public qui nous est donné par le collège et qu'on utilise cette marge pour négocier cette remise en conformité la plus importante et satisfaisante possible. Et c'est ce qui nous permet souvent de venir vers le bas de la fourchette qui a été proposée par le collège si les gages de conformité nous sont donnés très tôt dans le process et évidemment pièce à l'appui. Le paiement au Trésor public se fait dans les 15 jours de l'homologation, donc là aussi c'est un système qui est efficace de ce point de vue-là. Alors sur l'élargissement de la composition administrative, vous le savez, la loi Barre de 2016 a prévu que la composition administrative peut dorénavant être proposée dans le domaine des abus de marché et de certains manquements en matière d'information financière, notamment les déclarations de franchissement de seuil, les opérations des dirigeants. Donc en 2017, nous avons déjà eu des dossiers. 5 accords ont été conclus dans le domaine des abus de marché et au total, sur 32 notifications de grief dans le champ des enquêtes, nous avons eu 9 propositions de composition administrative. Donc 2 accords sont encore en cours dans ce domaine. Alors, il concerne plutôt les abus de marché pour l'instant que l'information financière, des dossiers qui ont été jugés moins graves parce que sinon ils auraient été orientés plutôt vers la commission des sanctions, c'est-à-dire qu'il y avait des gains qui étaient limités ou bien des problèmes de dispositifs, par exemple de détection des abus de marché qui n'étaient pas du tout adéquats. Alors là, on ne peut pas demander d'engagement de remédiation puisqu'on est en face de règles d'abstention, donc on ne peut que demander aux personnes mises en cause d'éviter de reproduire les manquements du passé. Mais c'est intéressant de signaler que dans quelques dossiers que nous avons eus, on a eu des propositions spontanées de la part de personnes régulées qui pouvaient le faire, qui nous ont proposé d'améliorer les procédures, par exemple en matière de détection d'abus de marché, ou une fois, dans un cas d'une personne physique qui nous a spontanément proposé, à titre de remédiation, si je puis dire, de suivre une formation dans le domaine des abus de marché, ce que nous avons bien entendu accepté. Donc, sur autre point peut-être à signaler, c'est que nous avons eu plusieurs fois des accords multiples. Alors, j'entends par là des dossiers qui sont uniques au niveau de l'enquête et qui donnent lieu à plusieurs propositions d'accords transactionnels parce qu'il y a plusieurs personnes mises en cause. Là, on a un accord récent avec 6 personnes qui ont été concernées en matière d'abus de marché. On avait une société de gestion à qui il était reproché d'avoir passé des ordres manipulatoires en fin d'année. Et là, il a été donc notifié des griefs à la fois à cette société de gestion, au gérant qui avait passé les ordres, mais aussi à 4 intermédiaires qui étaient intervenus dans la chaîne de passation et d'exécution des ordres. Donc on avait 6 personnes, dont une personne physique et 5 personnes morales qui appartenaient à des groupes différents. Donc on a négocié cet accord, comme on l'avait d'ailleurs fait dans le passé quelquefois en matière de contrôle, séparément, en faisant les choses de façon très étanche. On veut que juridiquement les accords restent bien autonomes. Donc on a pu les négocier aussi en toute confidentialité. Et puis finalement, ça a donc été mené à bien et les accords ont tous été publiés en même temps sur le site de l'AMF. C'est une question qui risque un jour d'être délicate si on a des personnes qui refusent ou arrêtent dans le processus de négociation avant la fin et vont vers la commission des sanctions où on pourrait imaginer des approches différentes de celles de la composition administrative. En tout cas, c'est des questions qu'on s'est posées, mais pour l'instant, donc nous avons réussi à négocier ces accords de cette façon et ça me paraît pour l'instant donc très, très satisfaisant. Voilà en quelques mots les grandes tendances qu'on peut signaler pour 2017. Bien, merci. Je crois qu'il est maintenant temps de faire la pause qui nous attend de l'autre côté sous la forme d'un buffet cocktail et nous devons nous retrouver à 14h15 précise.